pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on échoue que c'est un échec. On échoue et c'est un échec si on ne se relève pas. Donc toujours se relever, compter les uns les autres, ne pas avoir peur de demander de l'aide et ne pas avoir peur d'aider. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. La semaine passée, nous avons reçu pour vous son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Canada, dans le cadre de la 8e édition Trophée Mukenimbaï, parrainé par Monsieur Nicolas Simard. Nous étions à Texas Bilembo le 2 octobre 2020. Merci pour vos appels, vos encouragements. Ce soir, nous revenons avec une nouvelle thématique, une nouvelle participante. Nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin, comment elle est exercée en République démocratique du Congo et qui sont ces acteurs et actrices qui œuvrent dans ce domaine de l'entrepreneuriat féminin. Et sans plus tarder, je vais vous présenter ma participante de ce soir, Madame Tissia Mukuna, entrepreneur, que je m'en vais saluer. Madame Tissia, nous vous saluons. Bonjour. Très chers téléspectateurs, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Ces personnes qui font bouger l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Madame Tissia Mukuna, est-ce que vous pouvez vous présenter à ce nombreux téléspectateurs qui vous suivent d'ici et d'ailleurs? Alors bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. C'est un honneur. Donc je m'appelle Tissia Mukuna et j'ai créé la marque de café La Quinoise. Quand je dis que j'ai créé la marque de café La Quinoise, ça veut dire que c'est depuis la plantation jusqu'à la commercialisation. Donc voici, on a planté du café à Kinshasa, ce qui est une première. C'est pour ça qu'on a appelé la marque La Quinoise, c'est un clin d'œil. Et donc voilà, maintenant on est commercialisé. Donc c'est la première fois qu'on a du café à Kinshasa et je suis fière de porter ce projet. Est-ce que vous êtes né entrepreneur? Est-ce que vous le faisiez ou il y avait dans la famille un proche parent qui était dans ce domaine et tu as dû calquer ou copier pour te dire je me lance dans l'entrepreneuriat en tant que femme? Alors, dans la famille, il n'y a pas de caféiculteur ou de caféicultrice, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup de mes frères et sœurs sont entrepreneurs, si ce n'est tous d'ailleurs. Mes parents eux-mêmes ont la fibre entrepreneuriale. Donc voilà, c'est quelque chose... Pour nous, c'est normal d'être entrepreneur, c'est normal de créer, c'est normal de vouloir monter son business. C'est une façon comme une autre de montrer notre engagement aussi pour le pays dans lequel on est en train de monter notre affaire et participer à la croissance de notre pays. Donc on a toujours été voilà, avec une fibre entrepreneuriale. Mais par contre, sur le café, après, je me suis fait moi-même, entre guillemets, parce qu'effectivement, on n'a pas de caféiculteur ou de caféicultrice dans la famille. Et surtout, le café en général, les coopératives, tout ça, c'est plutôt à l'Est. Donc voilà. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Vous êtes à Dakar, vous êtes au Mali, vous êtes en Guinée, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous Madame Tissia Mukuna, entrepreneur, fondatrice du café La Quinoise. L'entrepreneuriat féminin. C'est vrai que la femme initie, elle gère, elle régente la maison, la communauté, mais est-ce que sur le plan de se créer des revenus grâce à ces activités, cela prend de l'ampleur? Madame Tissia Mukuna, qu'est-ce que vous comprenez par entrepreneuriat féminin? Qu'est-ce que vous comprenez par l'entrepreneuriat mené par la femme? Nous avons constaté que la femme a plusieurs activités au sein de la société en tant que femme au ménage, femme qui s'occupe des enfants, femme qui produit pour la communauté, mais la femme qui crée des revenus grâce à ces activités, c'est qui cette femme selon vous, Madame Tissia Mukuna? Alors déjà, les femmes, on est un genre très complexe. C'est vrai que nous, les femmes, on sait faire plusieurs choses en même temps et c'est une force. Après, le thème entrepreneuriat au féminin, oui, ça existe, mais j'ai envie de dire que c'est l'entrepreneuriat tout court, tout simplement. Il y a des défis par rapport au métier d'entrepreneur, c'est vrai. Et il y a aussi des challenges sur le fait qu'on est dans une société patriarcale, donc dirigée par l'homme. Et donc voilà, nous, les femmes, on peut être heurtées à certains challenges, à certains défis que vous, monsieur, que vous ne rencontrez pas. Alors, l'entrepreneuriat aussi, le leadership en général,
mené par la femme est différent du leadership mené par l'homme. Peut-être que l'homme, on va penser qu'il est un peu plus sévère, un peu plus direct. Nous, les femmes, on va peut-être prendre plus de rondeur. On a une autre façon de manager, peut-être un peu plus maternelle. Mais ça dépend de tout à chacun. Je connais aussi des femmes qui dirigent vraiment comme des bons messieurs. Mais on a une tendance à gérer les choses de façon différente. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Je dis que nous sommes différents. Et on peut aussi être complémentaires. On peut être différent tout en étant complémentaire. Là, ce sont les propos de Madame Titia Moukouna. Et nous avançons encore, très chers téléspectateurs, entreprendre dans le domaine de l'agriculture. On voit plus la femme. C'est vrai qu'il a été décrié que la femme ne pouvait pas posséder la terre, mais la femme était active dans l'agriculture, mais sans en avoir le revenu. Mais ce qui est spécifique à toi est d'entreprendre dans l'agriculture dans un domaine qui n'est pas donné à tout le monde. Et surtout à Kinshasa. Quand tu nous présentes ton produit qui est, comment on appelle, café quinoa, on s'est dit, ben, vous sortez des sentiers battus pour créer une branche qui n'existe pas. De vous à moi. Vous êtes entrepreneur dans l'agriculture. Comment vous vous définissez? Bon, je ne vais pas faire de distinction entre agricultrices. Le fait est que quand on est agricultrice, c'est-à-dire qu'on fait vraiment toute la chaîne de transformation également. Donc, on appelle ça agro-entrepreneur ou agro-industriel. On peut être, comment pourrais-je dire, on peut être sous-estimé parce qu'on est des femmes. Il m'est déjà arrivé de faire des réunions avec mon collaborateur qui est un homme et on va regarder mon collaborateur. Même si c'est moi qui pose les questions, on va le regarder lui. On va répondre à ses questions. Donc moi, on va me mettre un peu de côté, comme si j'avais été envoyée par quelqu'un, comme si je représentais quelqu'un, comme si j'étais la secrétaire, ce genre de choses. Et en plus, le fait d'être jeune, ça participe aussi à tout ça. On va croire que je représente mon père ou que mon père est derrière tout l'entreprise. On va croire que mon mari était malade et du coup, c'est moi qui suis allée là-bas. Donc, on ne peut pas s'imaginer... Donc, c'est limitatif. Voilà, c'est limitatif, on nous sous-estime. Voire même péjoratif quelque part. C'est péjoratif. Mais tout ce qui ne nous tue pas doit nous rendre plus forts. Donc moi, ces personnes-là, en général, je ne vais pas répliquer. Je ne vais pas monter sur mes grands sabots en disant « Ah non, c'est moi la boss, regardez-moi, c'est moi la boss ». Non, je continue à faire mon travail. Et à un moment donné, je les surprends encore plus. Parce qu'ils se disent « Ah, cette petite, elle est courageuse. En fait, c'est elle qui a vraiment le truc, la quinoise. » Je travaille tout simplement. Et c'est par mes actions que... à la fin, on me respecte. Et c'est comme ça qu'on doit respecter les gens. Parce qu'ils font des actions bonnes et qu'ils font avancer les choses et on les respecte pour ça. On ne doit pas les respecter par rapport à leur physique. Parce que vous avez l'air d'être un grand patron. Parce que vous avez l'air d'être le fils de... On ne peut pas nous respecter pour ça. On doit nous respecter pour nos actions. Donc à ce moment-là, nous, les femmes, on doit effectivement se battre encore plus, montrer qu'on est méritante et qu'on sort. Donc c'est un peu ça le problème. Donc je me définis comme quelqu'un que l'on peut voir de prime abord en se disant elle a peut-être un salon de cabello, je ne sais pas trop quoi, et puis finalement je surprends en disant non, non, moi je vais à la plantation et je fais du café. Ce que nous avons aimé avec les téléspectateurs qui vous suivent, que ce soit nos auditeurs à la radio, que ce soit nos téléspectateurs à la télévision, vous avez insisté sur le fait que l'entrepreneuriat n'a pas de sexe. Vous avez dit tout simplement entrepreneuriat tout court. Et puis de deux, que l'on ne devait plus limiter la femme à la participation juste. Donc elle est là juste pour décorer. Mais c'est cette femme qui est active, même si sur le plan social, sur le plan généalogique, sur le plan sociologique, c'est la femme qui prépare, c'est la femme qui arrange la case, c'est la femme qui éduque les enfants, c'est la femme qui produit. Mais cette femme n'est pas acceptée par rapport à son rang, par rapport à sa contribution à la société. Et là, me vient une question. Vous avez commencé directement l'entrepreneuriat? Vous avez dû travailler quelque part, vous avez dit, j'en ai assez, je veux me lancer à mon propre compte. Comment ça s'est passé? Alors, après mon diplôme, effectivement, j'ai travaillé en tant que chef de publicité.
C'était mon boulot principal. Ensuite, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je me rendais compte que je voulais être utile à la société. J'étais chef de publicité principalement dans les jeux vidéo. Et je me disais, ah, même moi-même, je ne joue pas aux jeux vidéo. Je peux finir tard, je peux finir à 23 h, à minuit, à faire des nuits blanches sur un projet. On me demande beaucoup d'investissement, mais à la fin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que mon travail apporte? On peut me dire le divertissement et tout, mais même moi-même, je ne jouais pas aux jeux vidéo. Donc, je voulais faire un travail où je me sentais utile, où je me plaisais. Donc j'ai économisé, parce que bien entendu, on ne peut pas sauter les pieds joints dans l'entrepreneuriat sans avoir un petit fonds. J'ai continué à travailler, j'ai économisé jusqu'au moment où j'ai pu me lancer. Mais mon premier business, ce n'était pas la quinoise. Mon premier business s'appelait FitMiam. C'était un service traiteur bio. Et donc j'ai fait ça, et puis bon, ça ne marchait pas très très bien. J'avais des mois où j'arrivais à joindre les deux bouts, j'avais d'autres mois où j'étais complètement dans le rouge. Et puis quand j'ai fait le bilan, finalement, j'étais plus souvent dans le rouge que j'arrivais à joindre les deux bouts. Mais c'est aussi ça un peu l'entrepreneuriat. Vous savez, aux États-Unis, ils ne considèrent pas que vous êtes entrepreneur tant que vous n'avez pas fait faillite au moins une fois. Il faut au moins avoir fait faillite une fois pour qu'on vous considère comme entrepreneur. Et puis finalement, après, j'ai fait une reprise d'entreprise, une activité, une chaîne d'épicerie qui a aussi fait faillite. Donc voilà, en fait, il faut savoir se relever, il faut accepter l'échec et puis surtout, il faut savoir pourquoi on a échoué. Il ne faut pas échouer pour échouer et répéter tout le temps les mêmes erreurs, il faut tirer les leçons. Tiens, la mauvaise gestion, peut-être aussi le mauvais staff, manque de formation, manque de fonds, le climat géopolitique, l'écosystème. Donc il faut savoir pourquoi on échoue. Et puis, fort de toutes ces expériences, enfin, je lance la quinoise. Donc, voilà, c'est la vie d'un entrepreneur. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Le plus important, c'est de se relever. On pense, on croit que la femme est capricieuse, elle aime bien les choses faciles. Mais quelle était la démarche? Tu as échoué à plusieurs reprises. Tu peux me dire, bon, je m'arrête là, je fais ce que les autres ne font pas. Je veux rentrer dans la droite ligne, moi en tant que femme, bien intégrée, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui t'a permis, qu'est-ce qui t'a encouragé de continuer parce que tu as vécu l'échec, tu as perdu de l'argent. Parce qu'on doit le dire dans des termes simples. Tu as conçu un fonds, X montant, ouf, tout est perdu. Et en suivant, tu t'es lancé 2 à 3 fois. Mais qu'est-ce qui a permis que tu sois différente de toutes ces autres femmes qui lâchent lorsque c'est difficile? Bon, vous savez, on peut lâcher quand c'est difficile, quand vraiment on arrive, on n'a pas d'épargne, on n'a pas d'économie, on arrive à une situation très délicate où on est obligé de retourner travailler. Quand je vous explique que j'ai eu des échecs, je ne me suis pas relancée tout de suite après. Par exemple, après mon premier échec, donc le service traiteur FitMiam, j'appelle même pas ça un échec, une leçon. L'échec, ce sont des leçons en entrepreneuriat. Exactement. Après ça, j'ai fait un travail alimentaire. Alors que j'ai mon master et mon MBA, je suis devenue caissière. Parce que je voulais un travail où je finissais un peu tôt pour recommencer à faire mon capital. Et MBA, master, mais caissière. Mais caissière. Quelle leçon de vie. Et d'humilité. Mais il en faut quand on est entrepreneur, il en faut. Et donc ce boulot m'a permis de mettre de l'argent de côté, de finir tôt pour me concentrer sur un autre projet. Donc vous voyez, je savais pourquoi je faisais ça, j'avais des objectifs, je voulais continuer à être entrepreneur. Et donc du coup, si j'allais dans un grand groupe, une grande entreprise, je finirais encore tard, je n'aurais pas le temps de me concentrer sur mon projet. Non, je savais que j'avais besoin de temps. Pour vivre, j'ai besoin de temps, je fais quelques sacrifices. Caissière, ça me va. Je fais ça pendant un temps, j'ai mon capital, je relance ma société. Parce que finalement, l'argent c'est important, mais on ne meurt pas avec. Donc, il faut savoir comment on a envie de l'utiliser. Si on est dans un système où on aime le luxe et compagnie, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui investit tout le temps. Bien entendu, il peut se faire plaisir en vacances, mais un entrepreneur ne peut pas être attaché au luxe. Il doit être attaché à l'investissement qu'il va faire demain. D'ailleurs, je ne connais aucun entrepreneur, femme ou homme, qui n'a pas connu l'échec et surtout qui ne s'est pas relevé, qui n'a pas continué. Quand on abandonne et que finalement on décide d'aller travailler, c'est sûrement pour mettre encore de l'argent de côté. Si on est résigné, c'est peut-être qu'on n'avait pas la fibre entrepreneuriale. Très chers téléspectateurs de partout où nous suivez, c'est à ce moment
pédagogique que je vous prie de prendre vos stylos et vos calepins parce que nous allons entrer dans une filière pas comme les autres. La filière du café. Est-il possible d'entreprendre dans cette filière et est-il possible de le faire à Kinshasa et de surcroît de le faire en tant que femme? Vous nous suivez de Tombouctou, vous nous suivez de Laval, vous nous suivez de Montréal, vous nous suivez à Irvine, Dallas aux États-Unis, vous êtes dans votre programme Genre et volontariat. La lumière sur l'entrepreneuriat féminin et ses acteurs et actrices. Ce soir, nous avons une fervente actrice qui croit à l'entrepreneuriat féminin. Elle veut plus parler de l'entrepreneuriat tout court. Madame Tissia Mukuna, entrepreneur, fondatrice du café Quinoa. Nous y arrivons. Vous faites pire. Vous êtes décalé. Vous allez faire l'agriculture à Kinshasa et vous allez planter du café. Déjà, cette ovni, elle vous vient d'où? Cette révélation pour ceux qui sont initiés dans la religion, dans la foi. Alors, déjà, j'ai une personnalité très têtue. Et il faut le savoir. Parce que tout a commencé parce que je suis têtue. J'ai toujours une passion pour l'agriculture. Hein, je vous ai dit, je suis service traiteur, épicerie, donc toujours dans l'alimentaire. Et avec mon père, on avait cette passion de planter des choses. Planter des oranges, des ananas, des citrons, comme ça, un peu comme ça. Et puis, alors que j'étais encore étudiante, je lui dis, tiens, est-ce qu'on peut planter aussi du café et du cacao? Il me répond, non, ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas à Kinshasa. Je me dis, oh. Je redemande encore un nom qui me dit, non, ça ne pousse pas. Mais comme je suis têtue, je me dis, non, ça ne pousse pas, mais comment? Est-ce que je peux au moins essayer? Qu'est-ce que je perds? Tu vas mener ta propre enquête, c'est ça. Je veux savoir, démarche scientifique. Je veux comprendre pourquoi ça ne pousse pas, je veux essayer. Et si je constate que ça ne pousse pas, alors également... Eureka, en fait, ça ne pousse pas. Voilà. J'ai planté, j'ai essayé et ça a poussé. Tout simplement. Papa a été surpris, l'oncle a été surpris. C'est ça. Tout le monde a été surpris et puis même après, tout le monde me conseillait en disant « Ah, c'est incroyable du café à Kinshasa, c'est rare, on va le vendre. » On va le vendre, je connais un Libanais, je connais quelqu'un qui va t'acheter ça, c'est très bien. Je fais non, moi je ne veux pas le vendre. Je veux créer ma marque et je veux être la première marque quinoise, congolaise. Je veux avoir la quinoise. Oh mais non, tu vas te lancer dans des trucs pas possibles, l'agro-industrie c'est pas possible. Là on te décourage encore. Oh, on me conseille, mais on conseille en se disant attention, tu ne sais pas où tu t'embarques. Et puis surtout, limite-toi là où tu maîtrises. Toutes ces personnes connaissaient mon parcours déjà avec mes sociétés qui n'avaient peut-être pas très bien marché, qu'on sort. Tu sais, ne te relance pas encore là-bas, tu vas encore perdre ton énergie, tu vas encore redevenir caissière, toi qui as le master, oh là là. J'ai fait non, c'est pas grave, je me lance quand même. Parce que finalement, le Congo, on nous connaît pourquoi ailleurs. On va connaître, je ne sais pas, l'Italie pour ses pizzas et ses pâtes. On va connaître la France pour son vin. On va connaître les pays arabes pour leur thé. Mais nous, on nous connaît pourquoi? Avant, on nous connaissait pour notre café. Pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui? Alors oui, il y a l'écosystème, mais s'il y a quelqu'un à Mongafula dans son petit coin qui peut aussi apporter pierre à l'édifice, faisons-le. En plus, c'est ça peut être une fierté nationale, ça valorise notre terroir. Et je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Quand ça marche, c'est parce qu'on a une vision, on a une portée qui nous dépasse. On ne fait pas ça juste pour nous, on fait ça parce qu'on a un réel message, on a une vraie vision et on a une réelle philosophie. Et moi, ma philosophie, c'était valoriser le terroir congolais. Le terroir congolais, comment tu t'approvisionnes? Le produit vient d'où? Les graines de café ici, ces graines, comment tu peux nous appeler? Parce que là, je suis en train de voir sur la table, je ne sais pas c'est quoi, c'est un fruit, c'est un légume. C'est du cacao. C'est du cacao. Très peu de personnes savent à quoi ressemble le cacao. J'ai déjà fait le test. Et puis comment je m'approvisionne? Il faut être bien entouré, il faut avoir un agronome. Hein. On ne s'improvise pas agronome du jour au lendemain. Il y a des structures aussi qui peuvent nous accompagner, par exemple l'ONAPAC, anciennement ONC, Office national du café, qui peuvent aussi aider par rapport à l'achat de semences, à l'accompagnement, tout ça, tout ça. D'ailleurs, même eux, quand je leur ai dit que j'avais du café à Kinshasa, ils étaient surpris. Donc, non, il y a vraiment des structures qui peuvent accompagner et qui arrivent à vous aiguiller correctement. Et ce café-là, quel goût? Bon, alors, on a l'arabica qui est plutôt doux.
Hein, pour moi, c'est le café qui accompagne bien les desserts ou après un repas. C'est un bon digestif. Et puis, on a le Robusta qui est un peu plus robuste. Cours de géographie, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, on parlait d'Arabica et Robusta. C'est ça. Et donc, le Robusta est un peu plus robuste, comme son nom l'indique. Et là, on peut le prendre, par exemple, le matin pour vraiment donner un petit coup de fouet au réveil. Mais je me pose la question. Une femme qui entreprend hors des sentiers battus, tu t'organises comment? Parce que tu entreprends dans l'agriculture, dans la filière, ça s'appelle encore comment? La caféiculture. La caféiculture, que tu n'as jamais fait, tu n'as pas étudié, même pas une minute. Maintenant, comment tu te réorganises? Comment se passe la refondation de Madame Titia Mukuna autour de son café? Bon, on se forme. Hein. Au départ, quand j'ai planté, c'était pour essayer, effectivement. Mais le café, ça prend quand même 3 ans pour pousser. Donc, en 3 ans, on a le temps de se former et de donc, vraiment tu as pris comprendre. 3 ans. 3 ans, oui. Alors, il y avait la première récolte qui s'est faite à l'époque quand j'étais étudiante et qu'on avait commencé à planter. Mais ça fait depuis 3 ans que ma société existe réellement. Pendant ces 3 ans, ma société existait. On n'avait pas spécialement d'activité parce qu'on attendait. J'attendais d'avoir plus de stock, plus de kilos, parce que je ne voulais pas arriver en rupture de stock, commencer à envoyer mon café dans les magasins et puis du jour au lendemain, j'explique que non, j'ai plus. Donc j'ai commencé à stocker. Et c'est seulement cette année qu'enfin on peut commercialiser, qu'enfin on a assez de stock et qu'enfin on peut lancer officiellement la quinoise. D'entreprendre, c'est avoir le goût du risque. C'est avoir le goût du risque. Et de l'aventure. Et de l'aventure. L'agriculture, c'est avoir de la patience. Parce qu'il faut en avoir 3 ans. Oui, il faut avoir de la patience. Et puis, il faut savoir pourquoi on le fait. Parce que si on le fait que comme ça, eh ben, on n'arrivera jamais à attendre 3 ans. Tout est atypique. Une femme, la femme n'attend pas. Elle est pressée, elle veut partir, elle veut ceci. Mais comment tu te formates pour vivre au rythme de ta filière entrepreneuriale? Comment? C'est ça que le téléspectateur se pose. Ça ne fout rien. Est-ce que Titia, vraiment, c'est vraiment ça? Parce qu'elle doit être patiente. Quand on la voit, make-up, ainsi de suite. Mais quand on voit... Parce que c'est la terre, en fait. Comment se fait le pont? Tu te bases sur papa, les oncles? Tu as du soutien, de l'accompagnement? Ou bien c'est la détermination mentale qui joue à ce moment-là? Non, c'est la détermination mentale qui joue. Hein. Vous semblez étonné, pourtant moi je ne suis pas surprise. Alors je ne sais pas, c'est peut-être ma personnalité. Et pourtant, encore une fois, je suis impatiente dans la vie de tous les jours, c'est vrai. Mais pour mon travail, non, là je suis très patiente. Parce que je sais que tout n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « Quand on fait tout sans prendre le temps nous échappe ». C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'armer de patience, surtout quand c'est le travail. Et je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. J'avais contacté le patron de Nosy Coffee, qui est un coffee shop ici à Kinshasa, il y a 2 ans et demi, quelque chose. Je lui ai dit, je plante du café, est-ce que je pourrais le ramener et l'exposer ici et compagnie? Donc c'était il y a 2 ans et demi. Il me dit, oui, pas de problème, tu peux et compagnie, viens avec ton café, on va tester. C'est que 2 ans et demi plus tard que je le rappelle pour lui dire, en fait, c'est bon, mon café, il a poussé, il est emballé, je peux toujours venir. Il m'a dit, mais c'est toi qui étais venu il y a 2 ans et demi, donc tu m'appelles 2 ans et demi plus tard. Je fais oui. Je prenais déjà des contacts il y a 2 ans et demi, en fait. Je prenais déjà des contacts, je savais déjà où je voulais aller, je savais déjà que je voulais aller là-bas. Aujourd'hui, je suis contente. Il va même proposer à sa carte un frappuccino, c'est comme un peu une glace au milkshake au café, avec le café la quinoise. Donc voilà, il faut être patient. Même il y a des choses qu'on prévoit un jour, et puis c'est finalement 2 ans et demi que ça se fait. Donc la patience. La patience. À ces jeunes, à tes collègues qui te suivent à cet instant, au Sénégal, à Conakry, à tous ces jeunes, surtout les femmes, parce que la femme en République démocratique du Congo et en Afrique, et même dans le monde, hein, il y a cette inégalité dans l'accession de richesses, dans la création de richesses. Et surtout quand on entre dans notre pays, la femme est vraiment touchée par la pauvreté parce qu'elle ne crée pas suffisamment
de richesse, même si elle est l'actrice numéro 1 dans cette création, mais elle n'en reçoit pas les bénéfices. Mais pour d'autres jeunes femmes comme toi, même des jeunes hommes qui te suivent, cette partie pédagogique, comment partager ton expérience? Qu'est-ce qu'ils doivent d'abord savoir? Parce que nous constatons une chose, dans la fibre entrepreneuriale, la formation première qu'on a reçue de l'école, de nos parents, de l'université, post-doctorat, ainsi de suite, ne compte presque pas dans la réalité de la vie entrepreneuriale. Comment dire à ces jeunes qu'à partir de rien, tu peux créer tout un monde? Alors, bon, il y a plusieurs choses. Déjà, l'école est importante parce que ça donne des bases. Ça nous permet de structurer notre pensée. Ça nous permet de nous organiser, de gérer nos priorités. Ça nous met une structure. Donc, je ne peux pas dire, oh oui, même si vous ne faites pas l'école, si vous avez une bonne idée, vous allez vous lancer. Non. Parce que quelqu'un avec la même idée que vous, grâce à l'école, lui, il a une structure, il a une organisation, il a un savoir-faire qu'on ne peut pas acquérir partout. Bon, après, on peut aussi réussir sans, hein, mais je pense que c'est important et c'est important de le dire. Que l'école est importante et c'est important de le dire. Deuxièmement, sur toute la question de motivation et partage d'expérience, moi, j'aime bien faire des conférences. Je suis assez accessible, je trouve, quand on m'envoie un message pour des conseils, ou même j'ai des jeunes entrepreneurs qui veulent me voir pour avoir 2-3 conseils. Je ne dis jamais non. C'est important de le faire pour les autres parce que toi aussi, à un moment, tu avais besoin qu'on le fasse pour toi. Exactement, c'est très important. Il faut savoir rendre l'ascenseur. Exactement, c'est très important. Il faut savoir être solidaire. On vit dans un pays, ici en RDC, où il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc si on est individualiste et égoïste, on n'ira pas loin. Ça ne m'intéresse pas d'être dans un pays où je suis la seule à monter pendant que les autres sont en train de galérer. Qu'on monte tous ensemble. Il y a de la place pour tout le monde. Donc je peux partager mon expérience avec tout le monde également. Ça, c'est une première chose. Après, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose à faire, c'est de prendre un cahier, prendre un stylo et commencer à écrire son idée. Pourquoi cette idée est intéressante? En quoi cette idée est unique? C'est très important. Parce que quand on est unique, on innove. Et c'est l'innovation qui permet de nous démarquer. Si je faisais un café tout simple, peut-être que vous ne serez pas ici devant moi à me poser des questions. Ce qui a tiqué votre curiosité, c'est le fait que le café vienne de Kinshasa. C'est ça mon facteur unique. Peut-être aussi ce qui a tilté, c'est le fait que je sois une jeune femme. On s'attend souvent à voir des vieux monsieur, je ne sais pas. Donc il faut quand même qu'il y ait le facteur unicité, originalité, innovation. Et puis enfin, en quoi mon idée innovante va changer le monde? Enfin, changer le monde, ou aider les autres, ou aider mon pays, ou voilà, en quoi ça va apporter quelque chose à la communauté. Moi, pour moi, c'est favoriser le terroir congolais. J'aimerais que demain, même à Yaoundé ou à Shanghai, on puisse vanter les mérites du café congolais. Qu'on puisse se dire, non, le Congo, ils sont forts pour le café, il n'y a pas les plus forts que les Congolais pour le café. J'aimerais qu'on se dise ça. Si vous faites demain une voiture volante, c'est innovant, c'est unique, mais ça va servir à quoi? Là, vous allez me répondre, non, on va éviter les bouchons, on peut faire les trucs, c'est pour permettre peut-être moins de pollution, je ne sais pas quoi. Donc, il faut quand même qu'il y ait, et j'insiste sur ça, une vision, une philosophie. Pourquoi je fais ça? Et la place de l'échec, comment se convaincre qu'on est dans la bonne voie quand on échoue? Parce que c'est ce qui t'est arrivé. Hein. Beaucoup se posent la question, comment je me convainc? Parce que nous avons le miroir qui est notre famille, l'entourage. Mais tu perds ton argent, tu perds ton temps. Mais pourquoi? Quelle est cette voix qui t'appelle à rester têtu? Ces jeunes-là qui regardent, qui passent tout son temps, bibliothèque, sac. Mais 2 ans, tu fais la même chose, ça ne marche pas. Mais passe à autre chose. Comment parler à ces jeunes-là qu'il est dans la bonne voie, même s'il échoue, même s'il broute de l'herbe pour l'instant? Comment? Parce que tu es passé par là. Oui. Oui. Alors, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre les critiques. Bon, déjà... Elles sont fondées, elles ne sont pas fondées?
Bon, quand on fait quelque chose de bien, on peut être très facilement critiqué. Moi, on peut me critiquer plusieurs fois. On va m'accuser, comme je l'ai dit, qu'il y a quelqu'un derrière moi ou que je ne sais trop rien, et on va annuler tous les efforts que je fais tous les matins. On va minimiser tout le travail que je fais. C'est décourageant, mais il faut comprendre les critiques. Quand on fait quelque chose de bien, on est forcément critiqué. Les gens essaient forcément de nous décourager. Parce qu'hélas, on vit dans une société individualiste. Donc il faut comprendre les critiques. Est-ce que ce sont des critiques pour me décourager parce que finalement, je vais dans le bon? Est-ce que ce sont des critiques pour me protéger parce que finalement, mon idée n'est peut-être pas bonne ou c'est peut-être pas le bon moment? Il y a aussi le bon timing. On peut avoir une bonne idée, si elle est introduite au mauvais moment, ça ne fonctionne pas. Vous savez que les téléphones comme ça avaient été introduits par Windows à l'époque, si je ne me trompe pas. Par Bill Gates, non, c'était les tablettes, par Bill Gates. Mais il n'avait pas introduit ça au bon moment. Il n'avait pas eu le bon timing. Quelques temps après, c'est Apple qui le fait. Bon timing. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre la critique. Est-ce que c'est pour me décourager? Est-ce que c'est une critique constructive? Des conseils? Est-ce que... C'est quoi en fait? C'est quoi le fondement? Il faut savoir se remettre en question. Et puis enfin... Si on est persuadé que notre idée est bonne, il faut la faire parce que sinon on va le regretter toute notre vie. Beaucoup de jeunes entrepreneurs veulent avoir de l'argent pour leur projet. Quelle est la relation que l'on doit avoir à l'argent? Comment respecter l'argent? Argent en tant qu'outil ou argent en tant que prolongement de nos envies? Bon, l'argent, il faut l'utiliser à bon escient. Hein. L'argent, c'est de l'investissement. Mais j'aimerais rajouter quelque chose par rapport au bon timing. Allez-y. Vous savez, ça m'est déjà arrivé de voir un projet et de me dire, c'était mon idée, je voulais faire la même chose, mais quelqu'un a été plus rapide que moi. Rien que cette année, là, pendant le confinement, je réfléchissais à plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées. On sort du confinement, 2 de ces idées ont déjà été réalisées par quelqu'un qui était plus rapide que moi. Je me suis dit, mauvais timing. Bon, ça permet de voir un peu comment la personne a fait le truc, est-ce qu'on peut améliorer ou finalement on passe notre chemin parce que ça existe déjà. Mais c'est pour ça que je voulais rebondir sur le bon timing. Parfois, quand vous avez une bonne idée, allez-y, n'attendez pas. Parce que nous sommes plus de 7 milliards sur Terre. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, moi peut-être je vais le faire demain. Tout à fait. Donc voilà. Ensuite, sur le rapport avec l'argent, c'est surtout un investissement. Il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Il ne faut pas avoir peur d'investir. Bien sûr, il faut investir intelligemment. Il faut avoir un business plan. Il ne faut pas faire les choses à l'aveugle. Et puis, parfois, on en manque en tant qu'entrepreneur. Moi, il y a plein de choses que j'aimerais faire maintenant, mais je manque de fonds et je cherche désespérément des fonds. Donc, il faut savoir aussi toquer aux bonnes portes, faire des concours, faire des business plans, faire un peu tout ça. Là, nous sommes en train d'atterrir. Nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous Madame Titia Mukuna, entrepreneur, fondatrice du café L'Aquinoise. Nous parlons ce soir de l'entrepreneuriat féminin. Elle a tracé son chemin dans un secteur pas comme les autres, il y a peu de femmes. Elle est dans la filière du café. Elle produit son propre café avec sa propre marque. Et c'était de cette manière que nous avons voulu relever la question de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons atterrir avec la femme, cette femme congolaise. Comment tu trouves cette femme congolaise? La femme qui était avec toi dans l'auditoire, à l'école. La femme qui est avec toi dans la vie active. Comment tu l'identifies? Comment tu l'évalues? Parce que toutes les femmes qui t'entourent ne sont pas comme Titia Mukuna. Comment relever le standing, le niveau, s'il y en a encore très bas? Parce que c'est vrai, on a besoin des impulseurs. On a besoin de ceux qui nous amènent de l'avant. Et vous, en tant qu'exemple, que nous rebondissons dans cette émission, comment parler à cette femme? Bon, ça me dérange qu'on dise que le niveau soit bas, parce que moi, quand je fais des forums, je rencontre beaucoup de mes sœurs, des compatriotes congolaises qui veulent faire des choses, mais parfois c'est manque de moyens, parfois c'est les parents qui ne sont pas d'accord, parfois c'est le mari qui n'est pas d'accord.
Plusieurs apesanteurs qui freinent la femme. C'est ça. Donc, plusieurs facteurs qui peuvent la freiner. On va lui dire qu'elle devrait plutôt se chercher un mari plutôt que de penser à son projet. On va lui dire qu'elle devrait plutôt s'occuper des enfants que de penser à son projet. Et puis, finalement, l'entrepreneuriat, on n'est pas très bien compris parce que parfois, on peut avoir des horaires très difficiles. Ça m'est déjà arrivé de finir très tard ou d'être sur mon exposez ordinateur. beaucoup. Voilà, aussi, il faut aller à gauche, à droite, il faut se battre. On peut aussi être combattu, donc c'est pas facile. Donc je dirais pas que le niveau est bas, je dirais juste que ça demande plus que du courage. Ça demande aussi des encouragements. On peut avoir du courage, mais on a besoin d'être encouragé. Et qui peut nous encourager? C'est notre entourage. C'est les parents qui peuvent nous encourager. Et je ne parle pas d'un encouragement financier. Hein. Ça peut être juste des mots. Bravo, tu vas réussir. Tiens, j'ai vu que tu vendais ton poisson à tel marché. Bravo, tu devrais aussi vendre à tel autre marché. C'est s'entraider, c'est se soutenir. C'est tout ça qu'il manque aujourd'hui pour que la femme congolaise puisse enfin, elle aussi, se démarquer. Est-ce que l'entrepreneuriat féminin est accompagné par les femmes? Est-ce que les femmes soutiennent les femmes? Bon, moi, je trouve que oui. J'ai beaucoup de copines entrepreneurs, femmes. Donc, je pense que les femmes soutiennent les femmes. Et puis, en plus, il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes tout court. Hein, c'est maman maraîchère, c'est de l'entrepreneuriat. Sauf qu'elles n'ont pas l'écosystème pour transformer ce petit marché en une grosse boutique bio, une chaîne de magasins partout dans la ville. Donc voilà, c'est peut-être aussi le manque de financement. C'est aussi peut-être le manque de savoir en comptabilité, en ceci, cela, peut-être faire des formations. Il y a beaucoup de forums, mais dans ces forums, on a beaucoup de témoignages. Mais est-ce qu'on apprend réellement quelque chose? Quand on va nous expliquer qu'il faut qu'on apprenne quelque chose, il faut débourser déjà 30 $, 50 $. Donc voilà, c'est l'écosystème aussi qui ne permet pas tout ça. Entre femmes entrepreneurs, oui, moi j'ai des copines entrepreneurs. J'ai des copines entrepreneurs qui font de la confiture, d'autres qui font du pain. Moi, je fais du café. Bon, les filles, on fait un package petit déjeuner. Donc on va plutôt réfléchir comme ça parce que comme on n'est pas énormément, le peu qu'on est là, il faut qu'on se soutienne. Parce que sinon, si on se fait la guerre, que les hommes nous sous-estiment, non, le combat sera trop dur. Donc on se soutient les unes les autres. Moi, ça m'est déjà arrivé, une copine qui m'appelle, tiens, j'ai entendu qu'il y avait ça comme forum, tu devrais participer, compagnie, moi j'en appelle une, ah tiens, j'ai entendu qu'il y allait avoir une subvention, tiens, tu devrais peut-être participer. Parce qu'on est peu, donc on a envie de tout de monter ensemble. Donc la solidarité s'impose lorsqu'on entreprend. La solidarité s'impose quand on entreprend, la solidarité s'impose aussi quand les choses sont difficiles. Moi, je n'oublie jamais un visage qui m'a aidé. Et j'espère que c'est pareil pour les autres. Comme je vous l'ai dit, on est dans un pays où il y a beaucoup de choses à faire. Si nous-mêmes, on ne s'entraide pas entre nous, où va le Congo ? Hein, c'est pas comme si le marché était saturé. On n'est pas comme en Chine où il y a tellement de magasins qu'on ne sait plus comment entreprendre. Ici, si demain vous me dites que vous voulez faire du ketchup congolais, vous serez le premier. Bravo, bon vent. J'espère que vous allez réussir. Je peux pas vous souhaiter d'échouer. Parce que demain, je serai contente d'arriver, je ne sais pas où, moi, en Australie, et voir sur la table que c'est le ketchup, ça ne faut rien. Ça serait très bien. Nous atterrissons déjà. Comment mieux accompagner l'entrepreneur? Par l'État congolais, par les structures congolaises. Qu'est-ce que tu peux faire comme proposition? Comment mieux accompagner les entrepreneurs? Déjà, ce serait que les informations soient claires. On paye quoi? Chez qui? Pourquoi on a trop de taxes? On a des impôts sur le bénéfice, on a des impôts sur ceci, on a la TVA. On est en train de créer de l'emploi, on est en train de créer de la croissance. Il ne faut pas nous surtaxer non plus. Donc déjà, ce serait alléger les taxes, s'il vous plaît, surtout pour les startups. On vient à peine de commencer, ce n'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues avec des taxes à tout va. Deux fois, ça met des bâtons dans le roue. Mais parfois, c'est ça qui mène à la faillite. C'est-à-dire que vous pouvez bien vendre, mais vous avez des charges parce que vous avez beaucoup d'employés. Mais maintenant, on va tellement vous surcharger de taxes qu'à la fin, vous ne savez même plus vous vivre. Et à la fin, vous ne travaillez pas pour la gloire. Si vous-même, vous n'arrivez pas à vivre, vous arrêtez. Mais c'est dommage parce que quand vous arrêtez, c'est tous ces employés-là qui se retrouvent au chômage. Donc l'État doit aider avec des taxes moins fortes. Ça, c'est déjà une première chose. Accompagner sur tout ce qui est importation de machines. Là, je parle plutôt d'agro-industrie, de machines industrielles. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous faciliter le transport. Pourquoi pas prendre en charge le transport?
dédouanées automatiquement quand c'est des machines industrielles. Donc tout ça nous permet d'avoir de l'électricité à faible coût, parce que qui dit machine industrielle dit grosse consommation à la SNEL, mais encore une fois, on ne va pas nous acculer de taxes quand même, de factures et consorts. Donc voilà, c'est faciliter un peu tout ça. Il faudrait que les entrepreneurs se sentent à l'aise de pouvoir engager des gens et participer à la croissance. Et je ne parle pas de quelqu'un qui va acheter, je ne sais pas moi, des sacs à Dubaï pour les revendre à ses copines. Non, je parle de quelqu'un qui va peut-être acheter ses sacs à Dubaï, mais elle a des magasins où elle met des vendeuses, elle a déjà son loyer à payer, elle paye aussi le gardien, elle paye ceci, elle paye cela, donc elle participe à la croissance de son pays. Et donc pour ça, je demanderais quand même à ceux qu'on nous facilite aussi de pouvoir participer à la croissance de notre pays. Parce qu'on veut le faire, mais permettez-nous de le faire. Très chers téléspectateurs, vous le comprenez, l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo existe bel et bien. Il faut plus de solidarité, il faut plus d'accompagnement. Nous recevons pour vous ce soir dans le magazine Genre et Volontariat, Madame Titia Mukuna, entrepreneur, fondatrice du Café La Quinoise. Madame Titia Mukuna, les bonnes choses ne durent pas. Quels sont les éléments essentiels que nous pouvons retenir de ce numéro? Je sais qu'avec votre permission, nous trouverons encore un temps pour échanger sur d'autres sujets. Bien entendu, j'aimerais bien qu'on puisse continuer à échanger sur d'autres sujets, avec pourquoi pas d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui évoluent dans le domaine alimentaire. C'est un domaine tellement difficile, mais tellement indispensable. On l'a bien vu avec la pandémie, les hommes et les femmes ont besoin de deux choses, se soigner et se nourrir. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce numéro? Quel est le message poignant que nous pouvons garder de ce magazine Genre Volontariat que nous venons de réaliser avec vous ce soir? De ne pas baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'on échoue que c'est un échec. On échoue et c'est un échec si on ne se relève pas. Donc toujours se relever, compter les uns les autres, ne pas avoir peur de demander de l'aide et ne pas avoir peur d'aider. La RDC se relève, la femme congolaise se relève, vous le savez. Ce 21 octobre 2020, le président de la République a installé pour la première fois une femme membre de la Cour constitutionnelle, ce qui prouve que la femme a toutes ses facultés et capacités d'entreprendre dans tous les domaines de la vie. Ce soir, Madame Titia Mukuna, entrepreneure fondatrice du Café La Quinoise, l'a prouvé. Elle est allée dans des sentiers peu communs dans le domaine du café. Là, on l'a dit qu'on ne pouvait pas planter le café, elle l'a fait. Et aujourd'hui, elle produit du café made in terroir Kinshasa. Cela prouve que la femme peut aller de l'avant et de surcroît l'existence réelle de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Madame Titia, un grand merci. Merci. Vous nous avez raté ce soir. Rattrapez-vous sur toutes nos plateformes de rediffusion de ce programme, ainsi que suivez-nous sur toutes les plateformes digitales et sur Kin 24 Télévision. Suivez-nous aussi sur Kin 24 FM. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.